Donc, en pige immobilière, moi, la méthode que j'ai développée, c'est une méthode qui s'appuie sur principalement trois axes. Trois axes qui sont fortement liés parce que, en fait, s'il y en a un qui n'est pas respecté, l'appel va être compliqué. Le rendez-vous, la prise de rendez-vous va être compliquée. Donc, en la pige, il faut considérer ça comme un tunnel, en fait. Le début du tunnel, c'est quand tu décroches, et la fin du tunnel, c'est quand tu as le rendez-vous. Mais tout au long du tunnel, il va y avoir plein de portes, en fait. Et toutes ces portes, ce sont des sorties que ton prospect vendeur va essayer d'enfoncer ou d'emprunter en fonction de comment va se passer l'appel. Voilà. Donc, toi, l'objectif, c'est vraiment de maintenir toutes ces portes fermées pour arriver à ton objectif de la prise de rendez-vous. D'accord? Donc, en termes de développement personnel, toi, enfin, développement personnel, on va dire tout ce qui tourne autour de la gestion du stress, des idées limitantes, des croyances limitantes. Toi, est-ce que quand tu te dis que tu vas faire de la pige immobilière, qu'est-ce que tu ressens concrètement? Tu te dis, tiens, alors déjà même avant de parler de ça, évidemment, dans l'aspect organisationnel, la pige, on la planifie dans l'agenda. Très important, sinon, tu sais, on ne la fait jamais. C'est comme la prospection. Ouais, Donc, ouais, ouais. tu as planifié ta pige ou tu t'apprêtes à faire de la pige. Tu sais que demain, à 9h, tu dois faire de la pige. Comment comment tu te sens? Perso, comme ça, tu sais un peu où je me situe. J'ai fait de la pige immobilière peut-être trois, quatre fois en 10 ans. Quand j'étais plus jeune, Ouais, j'avais mon frère. Tous les samedis, pendant deux, trois heures, j'avais fait de la pige. Je m'étais ramassé des claques parce que je ne m'y connaissais pas du tout en immobilier. Dès que des gens posaient un peu des questions, je sortais un peu du cadre d'obtenir le rendez-vous et je perdais les prospects. Et ouais. là, j'ai recommencé. J'ai déjà fait quatre fois des appels, plus ou moins Mhm. deux personnes en ligne. Et sur, on va dire, ces maximum quatre personnes que j'ai eues en ligne, j'ai eu un rendez-vous et normalement un mandat. D'accord, Mais très bien. j'avais une appréhension du fait de ce qu'on entend que c'est difficile. J'avais du mal à dire, allez, je vais appeler la personne. Et par contre, hier, j'ai Mhm. pas eu de problème avec ça. Hier, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, je me suis tapé. Allez, il y a des gens qui m'ont envoyé chier. Et voilà, j'ai pris sur moi, j'ai continué à appeler. D'accord. Ouais, donc ça va, t'es pas handicapé parce que je coach parfois des personnes qui n'arrivent pas à attraper le téléphone, qui sont dans une telle détresse, on va dire, qui n'arrivent pas. Donc toi, ça va. Donc on va pas trop Perso, les jours avant hier, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai mon cœur qui battait avant. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je me Ouais. suis entré ça dans la tête que c'était difficile et que. Mais hier, je l'ai fait. J'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une gestion, c'est une notion de stress. En fait, quand tu fais de la pige, ton corps, finalement, de manière irrationnelle, ton cerveau se sent en danger. En fait. Et le truc, c'est que le stress, comment on reçoit le stress, ça n'a pas évolué depuis nos primates dans le cerveau. Ça veut dire que ton cerveau, c'est un peu le même mécanisme, c'est le même mécanisme que si devant lui, il avait un lion, tu vois, un tigre. Et face à ça, c'est le stress, c'est quoi? Je fuis, j'attaque, je suis paralysé. Tu vois, on est dans Ouais. l'émotion et on est dans le manque de réflexion. Et la réflexion, qui se situe dans le cortex, il me semble, est inhibée par ces émotions de peur et d'anxiété. Donc, en fait, une des pistes pour pouvoir dépasser cette appréhension va être de mettre de la conscience sur ce que tu ressens. Tiens, ok, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai si? Je tremble, je transpire. De te détacher, de te mettre en tant qu'observateur de ce que tu ressens, de mettre des mots sur ce que tu ressens. Ça va t'aider à te prendre du recul et te mettre en position d'observateur. Il faut arriver à observer ce que tu ressens. Et là, tu vas voir que ça va considérablement baisser tes émotions, de mettre de la conscience pour justement que la réflexion prenne le dessus, en fait, pour Ok. faire baisser ces émotions. Parce que tes émotions, de toute façon, elles ont besoin d'aller jusqu'au bout. Une émotion, elle a besoin de vivre sa vie jusqu'au bout. Il ne faut pas la combattre, ça ne sert à rien. C'est pire. Donc, il faut l'observer et la laisser se dissiper jusqu'à ce qu'elle parte. Et après, attaquer, éventuellement. Il Parfait. n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de croyances limitantes aussi. Tout ce qui va être croyances limitantes liées au fait que je suis nul, je vais me prendre un carton, je vais me faire jeter, je vais me faire insulter, nanana. Toutes les croyances limitées classiques, c'est dur, c'est une réalité, c'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas eu un rendez-vous que tu es nul. Tu as peut-être été moyen
ou pas bon sur un appel, mais en aucun cas, ça fait quelqu'un de toi de nul, au sens général. Et le cerveau a tendance à généraliser, tu sais. Donc, rationaliser aussi ses pensées, ses croyances limitantes. Que déjà, les personnes qui sont vraiment hostiles, tu vas rapidement t'en apercevoir, ça constitue à peine 5% de tous les appels que tu vas passer, et tous les refus, en fait, ils vont être cordiaux. Ça va être des refus cordiaux. Il n'y aura pas de. Voilà. Et les 5% vraiment hostiles, moi, je vais t'inviter à te faire plaisir. C'est-à-dire que si la personne te manque manifestement de respect, n'oublie pas qu'en tant que mandataire, tu es chef d'entreprise et tu as le choix de travailler avec qui tu veux. Donc, j'ai envie de dire d'inverser la vapeur et que ce soit toi qui envoie chez la personne, tu vois, à la limite. Mais que dans 5% des cas. Donc, Ok. ça peut se manifester comme quelque chose de voilà, la personne vient te manquer de respect, elle t'a insulté, elle dit que tu es un marchand de tapis, elle dit oh, tu ne savais pas lire et tout, j'en ai marre. Voilà, la personne vraiment te laisse pas ou te laisse pas t'exprimer. Tu peux juste clôturer en disant bon, excusez-moi, monsieur le vendeur, je me suis trompé. J'ai l'habitude de travailler avec des personnes qui respectent la profession et le métier. On ne va pas pouvoir travailler ensemble. Bonne journée. Voilà. Ça fait du bien de temps en temps. Bon, c'est que 5%. Sinon, tu ne vas pas avoir beaucoup de rendez-vous. Après, par rapport au tunnel, l'idée aussi de vraiment considérer comme un schéma de tunnel, ça va être que dans la globalité de l'appel, il va falloir que tu aies une certaine forme de contrôle sur l'appel. Plus tu auras le contrôle, plus tu auras ce que j'appelle le cadre dirigeant sur l'appel, plus déjà tu seras professionnel et plus les portes seront fermées, plus c'est toi qui dirige la communication. Alors c'est vrai aussi en rendez-vous vendeur, mais aussi à la pige. Ce qui veut dire que tu dois laisser le moins possible de place à l'improvisation. Parce que plus il y aura d'improvisation, plus il y aura de portes ouvertes et plus c'est le prospect qui va contrôler. Et on va voir avec la méthodologie que c'est vraiment toi qui va contrôler l'appel. Autre chose aussi pour rassurer, c'est que c'est vrai que il se marque souvent à s'abstenir, tout ce blabla habituel, mais dans la pratique, tu as au moins 70% de chances que le bien pour lequel tu appelles soit déjà en agence. Donc ça, c'est intéressant comme donnée. Et c'est intéressant de te dire que tu ne vas pas forcément te faire jeter, encore sur la croyance limitante. Parce que souvent, le schéma, c'est quoi? Il commence par mandater une ou deux agences. Bon, souvent, c'est trop cher. Donc, l'agence ne vend pas. Il y a eu un problème de stratégie dès le départ. 3 mois après ou 4 mois après, les vendeurs, ils en ont marre et ils mettent leurs biens en vente. Voilà. C'est un schéma, je ne dis pas que ça sera tout le temps comme ça, mais c'est très classique comme schéma. Et toi, tu arrives finalement et le bien, ça fait déjà 3-4 mois qu'il est en vente, voire beaucoup plus. Donc, le fait qu'ils aient déjà sollicité quelqu'un en préalable est une donnée intéressante. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fermés finalement aux professionnels, à la profession. Il va y avoir des objections, mais une objection, ce n'est pas définitif, ce n'est que rarement définitif, d'ailleurs. Une objection demande à être traitée. Une objection, c'est une donnée, c'est une peur, c'est une crainte, c'est une résistance que ton prospect va avoir pour en savoir plus. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas intéressé, il fera partie des 5% de chances que tu auras finalement d'appeler. C'est quelqu'un qui te raccrochera au nez, te laisse pas t'exprimer, t'insultera à la limite. Voilà. Mais il faut partir du principe que ton prospect il a une problématique. Sa problématique, c'est la vente. Ça tombe bien, ton métier, c'est de vendre. Donc déjà, c'est une donnée intéressante. Tout le reste, c'est du blabla. Ce sont des objections qu'il faut traiter. Et dans 95% des cas, tu verras que ça se traite. Parce que ce sont toujours les mêmes. Après, il y a des cas aussi où c'est toi qui vas dire que tu n'y vas pas. Par exemple, toi, tu es sur une zone tendue. Si tu as quelqu'un au téléphone qui te dit bon, j'ai eu 4 visites ou j'ai eu 18 visites en 2 semaines, j'ai eu 2 offres, ça bouge beaucoup. Bon, tu sais très bien que le temps que tu y ailles, ça sera vendu. Tu vois, sauf si tu as vraiment quelqu'un sous le coude pour ce type de bien-là. Pourquoi pas y aller en mandat de recherche, bien sûr. Mais si tu appelles dans le cadre classique d'un mandat de vente, tu as 95% de chance que ce soit une perte de temps. Donc, il y a des cas aussi que tu vas devoir détecter. Voilà, en entendu surtout, si tu sais que le bien, voilà, il va partir, le temps que tu fasses le mandat, il sera parti le bien. Donc, sauf si vraiment tu as quelqu'un sous le coude, il y a des biens où tu n'iras pas. C'est toi qui choisiras d'y aller. C'est Perso, je important pars aussi du pour ça. principe que j'essaie de partir sur des exclus principalement.
Mhm. Donc, si j'arrive à arriver là-bas et qu'on a le temps de signer, etc., ben, à ce moment-là, c'est moi qui m'occupe de la vente, plus la propriétaire. D'accord. Alors là, dans le cadre de la pige, ça sert à avoir un rendez-vous et rien d'autre. L'exclu, on Ouais. verra après. Ça, c'est le rendez-vous vendeur. On ne peut jamais demander au téléphone. Non, non, ouais, La bien sûr. première étape, c'est la prise de rendez-vous. La pige, ça sert à une seule chose. Et c'est très important de toujours avoir ça en tête. Pourquoi? Parce qu'il va en découler tout ton discours, en fait. Tu ne veux pas appeler le vendeur pour travailler avec lui. Tu ne veux pas l'appeler pour vendre, tout ce que tu veux. Tu l'appelles pour faire sa connaissance et avoir un rendez-vous. Pourquoi c'est très important de ne pas dépasser ce cadre? Parce que tu vas fortement diminuer la notion d'engagement. Pourquoi souvent ils ne veulent pas te recevoir? Parce qu'ils ont peur d'être engagés. C'est une notion psychologique d'engagement. Voire engagement juridique avec le mandat, pourquoi pas. Mais c'est surtout un engagement moral. Donc le fait d'y aller, d'avoir, tu sais, une philosophie où on y va pour prendre un café et faire connaissance et voir plus si affinité, et du coup avoir vraiment cette diminution de l'engagement, déjà psychologiquement tu vas inverser la vapeur et le prospect il sera moins réticent, il aura moins peur, si tu veux. Parce qu'encore une fois on est dans les émotions. Mm. Après, tu vas vite être confronté aussi à des personnes qui sont totalement irrationnelles. Ça aussi, ça arrive souvent. Hein. Des personnes qui veulent te dire, ouais, je ne veux pas vous recevoir parce que je veux vendre seul, parce que je veux vendre plus vite, je veux gagner du temps. Oui, sauf que moi, je suis un professionnel, donc bon, je sais un peu de quoi je parle. Je fais un peu gagner du temps à tout le monde, hein, en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. caricature un peu là. Hier, j'ai eu le coup, une personne ne voulait pas passer par agence. Du coup, je l'ai rappelé en disant, voilà, j'ai vu vos photos, vraiment faites d'autres photos parce qu'elles ne vont pas. Et la description du bien aussi, c'est problématique. Je lui ai donné plein de solutions et elle voulait toujours continuer à vendre par elle-même. Elle ne voulait pas changer ses photos et D'accord. elle était Ça, perdue en plus de ça. ça peut arriver. Ils n'ont pas conscience de leurs difficultés. Je vais te donner une technique pour ça aussi, après pour le suivi. Donc, en termes d'organisation, qu'est-ce que tu vas mettre autour de l'appel? Autour de l'appel pour optimiser justement la partie technique, la partie appel. Bien sûr, alors moi, au niveau des heures d'appel, moi, je te conseille d'appeler le matin. Tu vois, parce que surtout dans un tendu, tu vas être confronté à, voilà, si tu appelles à 17 heures, tu vas considérablement augmenter tes chances d'être confronté à du style, vous êtes le 20e qui m'appelle. Ok. Donc, dans la règle générale, je t'invite à appeler, à commencer à préparer ta pige, c'est-à-dire à imprimer la fiche, à préparer le bien, et à commencer à appeler à 9h entre 9h moins quart et 9h15, tu vois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, en zone tendue, voilà, il y a une notion d'urgence. Ensuite, bien sûr, autre point important, on est dans la communication et il y a aussi un point qui est compliqué à la pige, c'est que pour convertir ton prospect, pour le rassurer et pour finalement gagner sa confiance, tu n'as que ta voix. Tu n'as Mhm. pas tes sens, tu n'as que ta voix. Donc, tu pars déjà avec moins 60% au moins de tes capacités. Et si après, tu n'es pas préparé et tu ne gères pas les émotions, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, bah, tu vas encore peut-être sur les 40% ou 35% qui restent, encore enlever 20%. Donc finalement, peut-être que tu vas faire de la pige avec seulement 15% de tes capacités globales. Voilà pourquoi aussi il y a tant d'échecs à la pige. Avec le stress, rien que le stress, ça peut te sortir jusqu'à 40% de tes capacités. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur 3 axes. Alors, ensuite, il faut que tu travailles bien sûr dans un endroit calme et professionnel. Ça vaut pour toi, bien sûr, c'est logique, mais ça vaut aussi pour ton prospect. Et c'est encore plus important. C'est-à-dire que si tu appelles, que tu entends du bruit, des voitures, un marteau-piqueur, quelque chose qui brouille la communication, en fait, il faut reporter l'appel. Ton prospect ne sera pas réceptif. Voilà, c'est Ok. important. La communication, c'est un émetteur, un message, un récepteur. Si de l'émetteur au récepteur, le message est brouillé, déjà que tu pars avec des handicaps sur lesquels que tu ne peux pas agir, laisse tomber, ça c'est quasiment impossible d'avoir le rendez-vous. Il va te dire, ouais, appelle-moi plus tard, tu vois, je suis occupé, ou il va abréger. Donc, le fait que ce soit toi qui abrège et que tu reportes le rendez-vous, finalement, tu es encore dans une prise de contrôle et c'est toi qui mène la danse, tu vois, c'est toi qui rappelle, ça c'est important. Donc, quand on dit qu'on est dans un ordre calme pour travailler, ça vaut pour toi évidemment, mais aussi pour ton prospect. Et ça, moins de gens y pensent. Alors, le matériel,
Papier, stylo, agenda, très important parce que pendant ton appel, tu vas prendre des notes. Tu vas noter ce qui se dit pendant l'appel, tout ce que tu juges important. Si tu sais pourquoi il vend, pourquoi il refuse, quel est le projet, tout ce que tu juges important. C'est important parce que quand tu vas après traiter des objections, tu vas t'appuyer sur ce qu'il te dit, tu vas t'appuyer sur ce qui est subjectif et pas ce qui est objectif. D'accord? Et tu vas t'en servir également pour ta relance. C'est-à-dire qu'à la fin de l'appel, il peut se passer principalement 3 trucs. Tu as le rendez-vous, tu n'as pas le rendez-vous et tu n'as pas le rendez-vous de manière définitive. Alors, de manière définitive, c'est 5%. Donc, celui-là, on le laisse tomber. Donc, si tu n'as pas le rendez-vous, en fait, tu vas conclure l'appel en disant quelque chose comme ça. Ok, monsieur le vendeur, bravo, félicitations, vous êtes audacieux et résistant, j'adore ça. Voilà, tu le flattes, tu vois, tu n'hésites pas à user de l'humour. Cependant, je me note de vous rappeler d'ici une semaine pour faire le point sur votre projet et prendre de vos nouvelles. Et par la même occasion, je vais vous envoyer une checklist que je t'enverrai après notre coaching. Je vais vous envoyer une checklist qui va vous aider à vendre, monsieur le vendeur. Donc, une checklist avec plein de questions dessus et vous devez y répondre positivement pour pouvoir vendre dans de bonnes conditions. En fait, cette checklist, elle va te servir à plein de choses. Elle est très intéressante. Déjà, tu offres quelque chose à ton prospect. Tu te mets dans une position où tu l'aides. Très important. Donc, tu fais marcher un petit peu le phénomène de réciprocité. Donc, ça veut dire que s'il a une question, par exemple, c'est lui qui va pouvoir te rappeler. Ça peut arriver. Ensuite, les questions sur la feuille, toi, tu vas lui dire que c'est pour l'aider, mais en réalité, c'est plus pour le faire douter, évidemment, parce que c'est des questions. Après, tu verras, c'est un fichier Word, tu pourras en rajouter si tu veux. Ensuite, ça va te servir pour amorcer également ta relance. C'est-à-dire que quand tu vas le relancer d'ici une semaine, oui, bonjour, monsieur X, c'est Michael. Avez-vous reçu ma fiche? Est-ce qu'elle vous a aidé? Avez-vous besoin qu'on revienne sur certains points? Tu vois, ça te sert d'amorce pour ta relance. La relance et l'organisation, c'est très important parce que je ne compte pas le nombre de ventes que j'ai faites comme ça. C'est-à-dire que suite à un premier refus, alors en technique d'organisation, ce que je faisais, quand j'en avais pas beaucoup, je les posais sur le bureau, mais si tu en as beaucoup, je te conseille de te faire un classeur, ce que j'appelle le classeur mensuel. Tu te fais un classeur avec 31 intercalaires. Aujourd'hui, on est le 27. Tu le rappelles dans une semaine. OK. Donc, ta fiche, tu vas tout simplement la classer au 3. Au 3. 3 février, le rituel tous les matins, c'est quoi? C'est d'ouvrir ton classeur. Et tu sais qui tu dois rappeler tous les jours pour avoir une relance et une organisation précise. Ça aussi, ça fera professionnel. Et grâce à tes notes que tu as prises pendant le rendez-vous, tu vas pouvoir t'appuyer sur ce qui a été dit pendant le rendez-vous, pendant ton premier appel. Donc, vous m'avez dit que vous vendez pour ça, où en êtes-vous dans votre projet, et tu montres à ton prospect que tu t'intéresses à lui, en fait. Et crois-moi que tu augmentes considérablement les chances qu'il te reçoive. Voilà. Et si ça ne marche pas encore, c'est pas grave. Je vous rappelle dans une semaine. Et si ça ne marche pas encore, c'est pareil. Voilà. Et tu relances comme ça jusqu'à ce que vraiment il ne réponde plus au téléphone ou qu'il est vendu. Moi, ça m'est déjà arrivé de relancer je ne sais pas combien de fois et d'avoir un rendez-vous et de vendre. Tu vois. Parce que tu laisses transpirer à ton prospect que regardez comment je vous suis, regardez comment je suis professionnel alors qu'on ne travaille pas ensemble. Imaginez ce que ça va être quand on va travailler ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'organisation par rapport à ce suivi, et c'est vraiment une optimisation de ta prise de rendez-vous. C'est comme ça qu'il faut le voir. Par exemple, pour la dame que tu m'as dit, qui était apparemment complètement perdue, la fiche, la checklist, c'est un excellent exemple. OK, ben regardez, je vais vous aider. Je vous envoie la checklist. Posez-vous les questions. Rappelez-moi. Et dans tous les cas, je vous rappelle ici une semaine pour faire le point. Voilà. Après, si elle n'est pas restée. Ouais. Elle m'a dit aussi que dans tous les cas, elle voulait vraiment pas passer par agence, mais si elle devrait passer par une agence, elle savait déjà avec qui travailler. Et du coup, je lui ai demandé, il vous a dit quoi cet agent immobilier? Il ne vous a pas aidé là parce que je vois qu'il y a pas mal de défauts. Genre, vous les vendre par vous-même, mais je me suis dit autant lui donner une carte en main que si elle ne vend pas, elle me rappelle moi plutôt que lui. Et Ouais, d'accord. au final de la conversation, elle m'a quand même demandé mon nom, mon prénom et le nom de l'agence. C'est quand même intéressant. Bon, tu as un début de contact. Alors, Ouais. je vais t'inviter, si tu fais cette stratégie, pourquoi pas, mais je vais t'inviter à avoir un autre langage.
à pas avoir un langage sur défaut, sur vous avez fait de la merde, c'est votre annonce, elle est mauvaise. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu te mets en confrontation avec ton prospect. Et là, on va le détailler dans le traitement des objections. Il faut jamais se mettre en confrontation. Il faut toujours être parallèle et pas perpendiculaire. Sinon, Ok. bah, tu diminues tes chances de rendez-vous. Donc, tu peux avoir plutôt un discours du style, OK, je suis devant votre annonce, je constate qu'il y a des pistes d'amélioration pour optimiser votre annonce et du coup faire exploser les appels. Je vous propose qu'on se rende compte pour faire connaissance, je vous donnerai tous les conseils gratuits pour vous aider. Par ailleurs, si je vois que je peux vous aider à faire aboutir votre projet, on voit comment on s'organise pour d'éventuelles visites. Et puis, si je vois que je ne peux rien faire pour vous, on se quittera bons amis. Au moins, vous aurez eu quelques conseils pour vous améliorer. Tu as vu la différence? D'un côté, c'est du négatif, de l'autre, c'est du positif. Il faut toujours essayer d'avoir un côté positif pour euh, pour justement ne pas aller à la confrontation. D'accord? Parce que la personne ne te connaît pas. Donc, si déjà elle ne te connaît pas, elle n'a pas confiance. Et en plus, si tu vas à la confrontation, c'est quasiment impossible. Je À l'ai moins fait d'un. proprement, hein. Je l'ai pas fait comme un bourrin, je l'ai fait vraiment proprement. Mais D'accord. ouais, effectivement, il y avait quand même une confrontation. Là, faut essayer de l'effacer le maximum. Top. Après, évidemment, l'erreur classique, dire que tu as un client, ça ne le fait pas, bien sûr. De dire quoi? De dire que tu as un client. Oui, bonjour, je l'appelle, je suis devant votre bien, j'ai un client. Ah, ça, je fais pas. Je fais pas. Il y en a plein qui le font encore, hein, mais il ne faut pas le faire, effectivement. J'ai entendu. Euh, il ne faut pas le faire. Alors, tu vas voir dans la méthode, là, il y a une différence entre dire que tu as un client, le choix des mots. Alors, tu vas voir, c'est assez similaire, mais le choix des mots est très important. Il y a une différence entre dire que tu as un client et dire que tu as une demande en portefeuille pour lequel tu n'as pas le bien. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Dans un cas, c'est je vous prends pour un con, j'ai un client, c'est bon, tout le monde vous le fait. Dans le deuxième cas, c'est je ne suis pas en train de vous mentir, je ne suis pas en train de vous dire que je vais vendre parce qu'on ne se connaît pas, je ne suis pas un menteur. Par contre, c'est vrai que en portefeuille, il y a de la demande qui n'est pas satisfaite et votre bien semble correspondre à cette demande. Est-ce que vous acceptez de me recevoir pour que j'en sache un peu plus sur votre projet? Tu vois, ça ressemble, mais, mais ça n'a rien à voir au niveau du langage. Euh, Parce qu'il faut quand même, il y a une méthode qui s'appelle la méthode AIDA. C'est un acronyme. Accroche, attention, intérêt, désir, action. Il faut quand même susciter, il faut quand même titiller l'envie de nous recevoir de ton prospect. Et sa principale problématique, c'est quoi? C'est qu'il veut vendre. Donc, et pour vendre, il faut quoi? Il faut un acheteur. Voilà. Donc, on ne va pas dire qu'on a un acheteur parce qu'on ne connaît pas son projet. On n'a pas de client. Par contre, on a de la demande. On a de la demande et ça titillera son désir, si tu veux. Alors, avant justement de parler du cursus de l'appel, on va faire le point vraiment sur le traitement des objections, justement pour t'aider à ne pas être à la confrontation. Le traitement des objections, ça se fait toujours de la même façon. C'est toujours la même méthode. Tu vas toujours agir comme un robot. La seule chose qui va changer, c'est les arguments que tu vas apporter dans la partie traitement en fonction de l'objection. Il n'y a que ça qui va changer. Tout le reste, le mécanisme reste tout le temps le même. Et ce mécanisme de l'entonnoir va te permettre de closer ton prospect par une méthode très stricte. Alors, tu verras après avec la globalité d'appel que tu n'iras pas tout le temps dans cet entonnoir des objections. Mais en tout cas, dès que tu as une objection, ça sera la méthode pour traiter l'objection. C'est la méthode que je connais la plus efficace. Du coup, D'abord, dans l'entonnoir, on va dire comme un robot, comme tu as dit, que à partir du moment pour les objections, pas avant. alors l'entonnoir, c'est à partir de l'objection. Ok. Dès qu'il te dit, ouais, justement, après, on va le voir, le cursus global de l'appel. Parce que tu veux que le traitement des objections, c'est qu'une partie de l'appel, en fait. C'est Ouais. pour ça que je vais d'abord te parler de cette partie-là de l'appel et après de la globalité de l'appel. Parce qu'avec la globalité que je vais te montrer, on va tout faire justement pour ne pas y aller dans cet entonnoir, en fait. Mais si tu dois y aller, c'est la méthode qu'on va voir maintenant. Ok. Donc, tout d'abord, bon, il va te dire, voilà, ouais, on veut essayer seul, on ne veut pas d'agence.
OK. La première étape, c'est d'accepter. Et c'est de te mettre en position parallèle. Parce que si tu te mets en position perpendiculaire, il va enfoncer une porte pour se barrer. Donc, on se met en parallèle. Oui, monsieur le vendeur, félicitations, c'est tout à votre honneur. D'ailleurs, pour être franc avec vous, moi aussi, si j'étais un particulier, je ne pense pas que je ferais appel à une agence. Déjà, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, tu te mets en position parallèle, tu acceptes, tu comprends. La deuxième étape, il va tâcher de savoir pourquoi. Mais entre les étapes, il va toujours falloir passer par une phase de reformulation. Il faut toujours reformuler. Pourquoi? Parce que déjà, non seulement tu manifestes le fait que tu l'écoutes et que tu le comprends, mais en plus, tu vas obtenir des oui. C'est ce qu'on appelle le fameux yes set. C'est-à-dire que tu vas conditionner son cerveau à dire oui. Tu vas commencer par des petits oui. Et quand tu auras le oui le plus important, c'est-à-dire le dernier oui qui te permettra d'obtenir le rendez-vous, tu vas considérablement augmenter tes chances qu'ils disent oui à ce moment-là. Donc, ça se manifeste comme ça. OK, monsieur le vendeur, j'ai bien compris que vous ne souhaitez pas passer par un. C'est bien ça, oui. Puis-je vous demander pourquoi? Qu'est-ce qui motive cette raison? Et là, il va te dire, voilà, on veut essayer seul, on veut pas payer de frais d'agence, on a trop d'agences, il va te donner quelque chose. Mais tu vas t'apercevoir que ce n'est pas souvent la vraie objection. Il va te dire, on veut essayer seul, par exemple, ou on veut pas d'agence. Tu vois, il va un peu tourner en rond. Le problème, c'est qu'il va falloir continuer à poser des questions pour découvrir là où les vraies objections. Parce que sinon, quand tu vas traiter à côté de la plaque. Enfin, tu vas risquer de traiter à côté de la plaque. On va prendre un exemple concret. On veut pas payer, on veut pas l'agence parce qu'on veut pas payer d'honoraires. Toi, tu as quoi comme objection le plus souvent? De vraies objections, je parle. Pour les honoraires? Non, quand tu appelles. Qu'est-ce que j'ai je veux pas d'agence. Ça, c'est pas une objection. Ouais, mais c'est vrai ça, que le truc. j'ai pas reformulé, j'ai pas bloqué. J'ai dit par Voilà. contre que je comprenais. Ça, c'est bien. Et à un moment, qu'est-ce que j'avais dit par le rendez-vous? Ici, je parle vraiment juste de votre projet pour vous aider si on peut se rencontrer, etc. Il y a Voilà. une personne qui a accepté. Donc, tu as fait ce que fait la plupart des agents, c'est que tu as brûlé des étapes. La personne, au moment où tu as posé ton rendez-vous, n'était pas mûre, en fait. Il faut la faire mûrir dans l'entonnoir. C'est-à-dire qu'il faut déjà, pour commencer, il faut découvrir là où les vraies objections. Je ne veux pas d'agence, on veut essayer seul. Ce n'est pas des objections. Pourquoi? Il y a des professionnels compétents autour de vous, dont je fais partie, j'espère. Tu fais un peu d'humour, qui sont là pour vous aider. Qu'est-ce qui vous empêche du coup de me recevoir? Il faut découvrir la vraie objection. Alors après, si tu poses une ou deux questions, ils vont commencer à s'ouvrir. Tu vois, faut leur tirer les verres du nez souvent. Souvent, ça va être la commission. Ça peut être parce qu'ils ont trop d'agences. Ça, c'est une vraie objection. Ça peut être parce qu'ils ont une mauvaise expérience avec une agence. Ça peut être parce que ils veulent essayer seuls. Ouais, ça peut être une vraie objection, c'est vrai. C'est un peu les deux. En fait. Tu peux essayer seul, mais pourquoi? Vous avez le temps, là, il faut le faire douter après. Mais ça peut être, voilà, il y a des personnes qui sont compétentes et qui peuvent le faire en particulier. Ça peut être une vraie objection. Donc, une fois que tu as découvert là où les vraies objections, il va falloir l'isoler. C'est-à-dire que il faut savoir s'il n'y en a qu'une ou plusieurs. Parce que si tu n'as pas tout découvert, quand tu vas arriver au pré-closing, le problème, c'est que tu vas avoir un non parce que tu n'auras pas tout découvert et tu vas devoir repartir à zéro. Donc, alors, on va repartir sur l'exemple de la commission. Est-ce qu'il n'y a que ça qui vous inquiète, monsieur le vendeur? Est-ce qu'il n'y a que ça qui vous préoccupe, le fait de devoir payer une commission? Est-ce qu'il n'y a que ça qui vous préoccupe? S'il te dit non, qu'y a-t-il d'autre? S'il te dit oui, très bien, tu passes à l'étape suivante qui va être le traitement. Maintenant, tu vas la traiter, l'objection, parce que tu sais de quoi tu parles. Tu sais ce que c'est l'objection, c'est la commission. Une objection, il faut toujours essayer de la traiter avec ce que j'appelle la méthode CAP. Là aussi, c'est un acronyme. Caractéristique, avantage, preuve. Donc, tu pars de la caractéristique de l'objection. Oui, monsieur le vendeur, vous avez raison. Si un jour, tu as vu, tu es toujours dans le si. Si un jour on travaille ensemble, il y aura une commission à payer. C'est vrai. Sauf erreur de ma part, vous aussi, vous ne travaillez pas gratuitement. N'hésite pas à leur balancer ce genre de choses.
Maintenant, il va falloir la transformer en avantage. Il va falloir que tu trouves des avantages et des arguments pour défendre cette commission. Ça peut être le fait que c'est l'acheteur qui paye. C'est vrai, c'est l'acheteur qui paye physiquement la commission. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur le vendeur. Si je travaille pour vous, c'est l'acheteur qui va payer. Si un jour on travaille ensemble, je travaillerai pour vous gratuitement. Voilà. Après, tu peux aussi défendre le prix par la qualité de ton service. Mais c'est plus dur, c'est plus risqué. Moi, franchement, c'est simple. Le fait que l'acheteur, c'est l'acheteur qui paye. C'est pas vous, c'est l'acheteur qui paye. Voilà. Ça, c'est plus simple. Les gens, là, ils ne peuvent pas bloquer en disant que voilà, si j'en veux 3,50, au final, il y aura 3,50 moins 3%, 3,63. Alors là, on en revient au prix. Là, tu peux dire, justement, monsieur le vendeur, comment a été fixé le prix? Qui c'est qui a fixé le prix? Et tu peux l'amener à douter sur le prix, en fait. Voilà. Et tu peux lui dire aussi que quelqu'un qui a 350 000, il a 3% de plus. Voilà. Comment? C'est vrai. Quelqu'un qui a 350 000, il aura 3% de plus pour régler la commission. Voilà. Vous pensez, monsieur le vendeur, vraiment que quelqu'un qui a 350 000, il n'a pas, je ne connais pas ton barème, mais il n'a pas 12 ou 13 ou 14 000 euros en plus. Vous pensez vraiment? Du fait que chez Mandataire, en plus, les honoraires sont adaptés par rapport à une agence. Tu peux argumenter sur ça aussi. Donc voilà, c'est l'acheteur qui paye. En fait, très souvent, quand c'est l'objection de la commission, très souvent, c'est quand tu lui dis c'est l'acheteur qui paye, très souvent, déjà, ça va faire tomber pas mal de barrières. Mais il y en a qui peuvent te dire ça. Il y en a qui peuvent te dire aussi, ouais, mais moi j'en veux 350. À ces 350 000 vont s'ajouter vos honoraires. Moi, je suis plus sûr de passer là, du coup. Vous avez raison, monsieur le vendeur. C'est possible. C'est une éventualité. Tu vois, tu reviens au début de l'entonnoir, parce que là, tu as une autre objection. C'est une autre objection. Ça. Vous avez raison. Et il faut la traiter de la même façon. Il faut rebondir en fait d'objection en objection. Vous avez raison. Maintenant, je ne sais pas comment a été fixé le prix de vente. Et croyez-moi, les acheteurs, enfin les prospects qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds, que j'ai en portefeuille, s'ils ont 350, rassurez-vous, ils ont 365. Je vous mets à l'aise sur ça. Alors, une fois que tu as traité que tu as donné un avantage ou un argument, il faut finir l'argument par une preuve. Alors, en l'occurrence, pour la preuve de l'objection de la commission, ça va être et si un jour on travaille ensemble, ça sera écrit noir sur blanc que c'est l'acheteur qui paye. Voilà. Et il y aura bien votre net vendeur de marquer, en l'occurrence les 350 000, sur le compromis de vente. Et par rapport au fait que éventuellement la commission va augmenter le prix de vente, si effectivement le projet est réalisable, je vous enverrai un avis de valeur écrit où ça sera bien marqué que votre projet est réalisable. Tu vois, tu peux finir d'appuyer ton argument sur du factuel, tu vois, sur de la preuve, sur quelque chose d'écrit. Un avis de valeur, un compromis. N'oublie pas que tu veux avoir qu'un rendez-vous. Hein. Tu n'étais pas là pour faire une estimation encore. Hein. Là, c'est juste un argument pour avoir le rendez-vous. Maintenant, si tu arrives sur place et que tu vois pertinemment que déjà le bien est trop cher et que tu sais que c'est invendable, qui plus est avec tes honoraires, là, il va falloir jouer franc jeu. Hein. Évidemment, tu ne vas pas faire le mandat trop cher, sinon ça ne sert à rien. Donc là, tu pars sur un rendez-vous vendeur et tu vas devoir argumenter sur le prix. Mais là, c'est un autre sujet, on n'est pas du tout dans ça aujourd'hui. Là, on est sur l'appel. Là, on déborde sur le rendez-vous vendeur. Après, il y a des techniques en rendez-vous vendeur avec des comparables pour justifier ton prix. Mais si tu en es là, ça veut dire que tu as eu ton rendez-vous. Donc, ça veut dire que le coaching d'aujourd'hui a été assimilé. Chaque chose en son temps. Là, on veut juste avoir un rendez-vous. Et après, le rendez-vous, tu vas le préparer, bien sûr. Tu vas le préparer. Tu vas chercher des comparables sur le bien. Tu vas chercher des infos sur ton prospect. Tu ne vas pas arriver avec la bite et le couteau, comme on dit. Bien sûr, un rendez-vous vendeur, ça se prépare. Donc, tu as traité ton objection. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour avoir le rendez-vous.
tu es parti de la caractéristique, tu as apporté un argument et tu as conclu par une preuve matérielle. Tu vois, la preuve, il faut toujours que ça se concrétise par du matériel. Là, maintenant, il va falloir passer voilà. Est-ce que tu vas essayer d'avoir une transition entre les deux étapes, entre la partie traitement et la partie pré-closing. Donc, voilà. Et si un jour on travaille ensemble et que je vends votre bien, ça sera marqué sur le compromis que c'est l'acheteur qui paye. Il y aura bien votre net vendeur. Est-ce que vous comprenez? Tu vois, il faut essayer d'avoir un oui là. Tu vois, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en phase avec ce que je dis? Ah. En fait, tu le conditionnes à dire des oui. Est-ce qu'il est quasiment obligé de dire oui, puisque tu es parti de son objection. Tu lui as donné un argument. Tu lui montres en plus que ça sera écrit noir sur blanc. Vous comprenez? Vous êtes en phase avec ce que je dis? Bah oui, oui. Dans ces conditions, si c'est la vraie objection, il est obligé de dire oui. Sinon, c'est qu'il est de mauvaise foi. Ou que ça a été maltraité. C'est possible aussi. Et là, c'est la phase de pré-closing. C'est la partie la plus importante. C'est ici que ça va se... En fait, le rendez-vous, ça se propose... Tu vois, tu n'es même pas encore dans la prise de rendez-vous. Tu es dans la phase de pré-closing pour, on va dire, finir d'enfoncer le clou. Donc, ça se fait toujours de la même façon. C'est toujours la même phrase, la même formule. C'est une formule mathématique. C'est si je vous montre pendant notre rendez-vous que c'est bien l'acheteur qui paye et que je travaille pour vous gratuitement, est-ce que vous acceptez de me recevoir? Tu vois, c'est toujours la même formule. Si je vous montre pendant notre rendez-vous que X, est-ce que vous me recevez? Si je vous montre que c'est l'acheteur qui paye, est-ce que vous me recevez? Si je vous montre que les agents immobiliers ne sont pas tous des bons à rien, est-ce que vous me recevez? Si je vous montre qu'effectivement, il y a peut-être une stratégie à modifier et à optimiser, est-ce que vous me recevez? C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, monsieur le vendeur. Voilà. C'est toujours la même formule. Et c'est ce dernier oui le plus important que tu as conditionné au préalable qui va te permettre d'avoir ton rendez-vous. S'il te dit oui, tu as ton rendez-vous. Tu vas pouvoir passer à ta prise de rendez-vous. S'il te dit non, eh bien, c'est que très certainement, soit il est de mauvaise foi, soit il y a une objection qui n'a pas été découverte, ou soit il fait de la réticence, il fait de la résistance. Donc, ce n'est pas grave, s'il te dit non à ce moment-là, tu reviens au début de l'entonnoir. Ah, monsieur le vendeur, j'ai peut-être loupé quelque chose, excusez-moi, je ne comprends pas. Vous m'aviez dit que, attendez, je reprends mes notes, vous m'avez dit que vous ne souhaitez pas recevoir de professionnel parce qu'il y avait ça. Je vous ai montré que, effectivement, ça n'allait pas forcément se passer de la sorte, justement, surtout en termes de commission. En l'occurrence, je prends toujours cet exemple, hein, mais c'est la même chose avec n'importe quelle objection. Du coup, qu'est-ce qui vous empêche de me recevoir? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous embête? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous embête, monsieur le vendeur? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous inquiète? Il y a peut-être une objection qui n'a pas été découverte. Non, il n'y a rien d'autre qui m'embête. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous empêche de me recevoir si je vous... Et tu refais ta formulation. Qu'est-ce qui vous empêche de me recevoir si je vous montre pendant notre rendez-vous que c'est l'acheteur qui paye, par exemple. Tu vois, c'est un mécanisme. Vous savez, monsieur, après, tu peux toujours, voilà, dans la communication, toujours rajouter des petites phrases du style, vous savez, monsieur le vendeur, la seule chose que vous risquez, c'est que vous savez, monsieur le vendeur, tu sais, parfois tu sens qu'il est sur le point de dire oui, mais il manque un millimètre, tu sais. Ça arrive, tu vas lui dire, tu vas finir, là, tu fais bam, tu finis d'enfoncer le clou en disant, bon, vous savez, monsieur le vendeur, la seule chose que vous risquez, c'est que je vende votre bien. Hein. Et gratuitement, qui plus est. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est bon, c'est réglé. Parfois, ça arrive. Tu vois. Donc, il y a vraiment une notion de feeling aussi. Tu vois. Tu agis comme un robot, mais l'être humain est tellement complexe et il y a tellement de possibilités pour qu'il en prenne des portes que moi, la méthodologie que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment la plus droite et la plus structurée possible. Mais tu verras que déjà, il va te falloir un peu de temps pour l'assimiler et la mettre en pratique. Et même quand tu la pratiqueras, moi, je l'ai pratiqué des années, même parfois, il me sortait du tunnel et merde, qu'est-ce que je fais là? Mais c'était très rare. Alors évidemment, même avec la méthode, tu n'auras jamais 100% de prise de rendez-vous. C'est impossible. Les statistiques que j'ai suite à mes coachings, c'est déjà moi, en ruralité, moi je suis en ruralité, je suis à la campagne, donc un marché tendu, mais pas non plus ultra tendu. Moi, j'arrivais à avoir 80% de prise de rendez-vous.
Dans les zones tendues, dans les grandes villes, Bordeaux, Paris, etc., où c'est vraiment très tendu, franchement, si tu arrives à entre 45 et 55% de prise de rendez-vous, c'est déjà pas mal. Tu vois. Parce que tu vas être confronté à beaucoup plus de biens qui vont se vendre seuls du fait que la zone est tendue. Tu vois. Et il y a des biens aussi où c'est toi qui vas dire que tu ne vas pas parce que tu sais que tu vas perdre ton temps. Parce que ça sera vendu entre le moment où tu arrives. Donc, voilà, si aujourd'hui tu es aux alentours des 15, 20%, tu vois, si tu arrives à doubler déjà ton ratio de rendez-vous, c'est déjà joli. Et après, tu verras, il n'y a pas de règle. Il y a des sessions de pitch que tu vas faire où tu vas être à 15%. Et là, bam, aujourd'hui, putain, j'en ai fait 4, j'en ai eu 4. Oh, 100%. Tu vois, il n'y a pas de règle. Mais sur l'année, sur une zone tendue, si tu es à 55%, c'est déjà pas mal. 55, 60. Tu vois, parce que les gens, voilà, les gens sont autonomes, quoi. Aujourd'hui, un particulier qui veut se débrouiller, il y en a beaucoup qui le peuvent. Donc, après, on en revient à la notion de service où on est là pour apporter un service supplémentaire et une vraie valeur à nos prospects. Et ça, c'est autre chose. Donc, tu as eu ton dernier oui. Tu as eu ton dernier oui, le plus important. Oui. OK. C'est qu'à ce moment-là que tu proposes ton rendez-vous. Tu as vu toutes les étapes que tu as dû franchir pour poser ton rendez-vous. Et si tu brûles ces étapes de l'entonnoir, bah, tu n'as quasiment aucune chance d'avoir le rendez-vous. Et un rendez-vous, c'est pareil. Un rendez-vous, même si tu as eu un oui là, c'est pas closé encore. Le prospect, il faut le closer comme ça, avec une question alternative. Très bien, monsieur le vendeur, je vous propose, alors, en ce moment, tu peux toujours accompagner ton discours de petites phrases implicites. Ouais, alors je vais regarder mon agenda parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. En ce moment, je suis débordé. Tu vois, comme ça monte ton professionnalisme, le fait que tu es compétent. Tu vas lui poser une question alternative. C'est-à-dire que tu as plusieurs types de questions. Question ouverte, c'est quand êtes-vous disponible pour me recevoir? Ça, c'est pas bon parce que tu optimises les chances qu'ils te disent bah, attends, il faut que j'en parle à mon conjoint. Et du coup, c'est chiant parce que tu n'as pas forcément ton rendez-vous. Question fermée, ok, je vous propose jeudi à 14h. C'est bon pour vous? Oui, non. C'est un peu trop restrictif. Donc, l'équilibre, c'est une question alternative. Très bien, monsieur le vendeur, je suis disponible jeudi à 10h ou vendredi à 14h. Est-ce que vous avez un créneau dans ces eaux-là? Tu vois, il faut lui laisser le choix, mais pas un choix trop grand pour pas qu'il se barre. Tu vois. Maintenant, très important aussi, tu peux être quand même à ce moment-là être confronté à il faut que j'en parle à mon conjoint. Donc là, il va falloir poser deux questions. Toujours pareil. Tu constateras que notre métier est essentiellement composé de questions en réalité, que ce soit en pige ou ailleurs. Très bien, monsieur le vendeur, c'est normal. Votre projet est important et une décision, ça se prend à plusieurs, c'est normal. Toujours, tu vas dans son sens. Maintenant, si la décision ne vous appartenait qu'à vous, est-ce que vous accepteriez de me recevoir? Pourquoi cette question est très importante? Tout simplement parce que si lui n'est pas convaincu, à la seconde où tu auras raccroché, il t'aura oublié. Et il n'en parlera même pas à son conjoint. Et du coup, tout ce que tu as fait, ça aura servi à rien. Donc, si lui n'est pas convaincu, il ne convaincra pas son conjoint. Donc, il va falloir que tu t'assures qu'il soit convaincu. Bon, la plupart te dira oui. Parce que s'il te dit non, bon, c'est qu'il est incohérent avec lui-même, parce qu'il t'a dit qu'il était prêt à te recevoir. Mais ça va aussi te servir à savoir si le j'en parle à mon conjoint n'est pas une fausse barbe, n'est pas une fausse objection. Ça arrive. Des mecs qui te racontent n'importe quoi en te disant oui, au revoir, terminé. Ça arrive. Donc, il faut que tu t'en assures pour ne pas perdre ton temps. Donc, s'il te dit oui, il va quand même falloir que tu poses une option. Il va falloir que tu arrives à poser une option sur ton agenda. Parce que dans la notion d'engagement, on va dire mental, c'est beaucoup plus compliqué de revenir sur sa décision. C'est-à-dire que là, il sait que le rendez-vous est marqué. Donc, il sait que s'il ne fait rien, tu vas venir. Donc, tu vas lui dire, OK, monsieur le vendeur, je vous propose qu'on fixe quand même une option, voilà, quitte à l'annuler parce que ça bouge beaucoup en ce moment et j'ai des prospects qui sont quand même chauds. Voilà,
voilà, vous en parlez à votre conjoint, on se rappelle ce soir ou demain, on valide. Et si pas de nouvelles, je me déplace. Plutôt, finalement, que de risquer de perdre le bien, entre guillemets, pour mes prospects. Tu peux lui dire ça. Voilà, ça, c'est important. Maintenant, s'il te dit non, il faut quand même que j'en parle à mon conjoint. Bah là, pas de problème. Tu te mets en retrait parce qu'après, ça fait trop de bourrin. Ok. Il va tout simplement lui dire, OK, c'est normal, pas de souci. Mais c'est toi qui rappelles. C'est pas lui. C'est toi qui rappelles ce soir. Tu te préviens. Je vous rappelle ce soir ou demain pour confirmer. Moi, je me note une option. Et c'est toi qui rappelles et que tu relances. D'accord? Et là, tu verras s'il décroche quand tu rappelleras. Parce qu'il y en a plein qui reconnaîtront le numéro et qui ne décrocheront pas. C'est pour ça que c'est important de poser l'option. Mais ça, c'est que la partie traitement des objections. Alors, pour la partie closing, ça restera la même quand même. Mais pour la partie traitement des objections, si tu peux ne pas arriver dans cet entonnoir, c'est mieux. Pour toi, un rendez-vous pige, ça dure combien de temps? Est-ce que tu as une idée de la durée idéale d'un appel pige? À l'époque, je me souviens, on disait que c'était maximum 3 minutes, mais je dirais 3 à 5 minutes. Alors, Pas trop peu, pas trop long. si tu n'es pas confronté au traitement des objections, effectivement, 3-5 minutes, ça suffit pour fixer un rendez-vous. Maintenant, si vraiment tu es sur un prospect compliqué qui te repousse dans tes retranchements et que tu as vraiment besoin de traiter, ça durera entre un quart d'heure et 20 minutes. Pas plus. Il ne faut pas que ça dure plus. 20 minutes, c'est un grand max. Pourquoi? Parce que, franchement, avec la méthodologie, tu n'as pas besoin de plus. Si tu as besoin de plus, ça veut dire que tu as perdu le contrôle sur le rendez-vous et que le prospect te raconte sa vie et que du coup, tu dépasses le cadre de la prise de rendez-vous. Ça nous est tous arrivé, moi y compris, de me retrouver au bout de 3 quarts d'heure d'appel. Le prospect m'a déballé tout ce qu'il avait. Je savais tout sur le bien, tout sur sa vie. Ah ouais, d'accord, ouais. Oh, mais il faut que je vous laisse là, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Du coup, attendez, je vous rappelle, j'en parle à mon conjoint, je vous rappelle. Clac. Et tu n'en entends plus jamais parler. Très désagréable. Parce que 3 quarts d'heure, tu peux prendre facilement 5 rendez-vous, si ça se passe bien. Donc, du coup, c'est pour ça que, toujours dans le but d'avoir un cadre et un contrôle sur l'appel, il faut vraiment maîtriser ce cadre. Tu optimises, tu vois, tu es encore dans l'organisation là. C'est de la technique organisation. Tu optimises finalement ton temps, en fait. Parce que tu vas voir, hein, faire de la pige, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, si tu fais 3 quarts d'heure de pige à écouter quelqu'un hors cadre, tu auras moins d'énergie pour tes appels suivants, tu seras moins performant, etc. Donc, toute cette session pige, finalement, peut-être tombe à l'eau. Donc, c'est pour ça que la maîtrise et le contrôle sont importants. Maintenant, on va parler de l'organisation, de l'appel global. Okay. Comment se passe un appel? Là, c'est pareil. C'est une méthodologie rodée. Tu as le contrôle sur la globalité de l'appel et ça se passe toujours comme ça. Et tu vas voir que ton prospect, c'est début du tunnel, fin du tunnel, terminé. Et éventuellement, entonnoir s'il y a besoin. Alors, première session. Tu appelles, allô. Oui, bonjour, je vous appelle pour la maison à vendre. Est-ce qu'elle est toujours disponible? Êtes-vous le vendeur? Première étape, ça dure 20 secondes. Tu as constaté que je ne me suis pas présenté. Donc, pourquoi cette étape de 20 secondes est importante? 2 principales raisons. Enfin, il y en a plusieurs. Déjà, 1, tu remets le prospect dans sa vente. Parce qu'au moment où tu appelles, il n'est pas forcément dans sa vente. Il est en train de faire ce que tu veux, mais il n'est pas dans sa vente. Donc, si tu ne le remets pas dans sa vente, il ne sera pas réceptif à ce que tu vas lui dire. Donc, encore une fois, tu es dans la méthode AIDA. C'est accroche. C'est la partie, on va dire, attention, accroche. Tu vas retenir son attention. Et surtout, tu ne te présentes pas pour ne pas ouvrir tout de suite une porte. Ah, je ne veux pas de professionnel, au revoir, clac. Très important. Ça va te servir aussi également à savoir, bien sûr, si le bien est toujours à la vente, et ça va te servir aussi si tu as le bon interlocuteur. Parce que tu peux tomber sur le locataire, tu peux tomber sur quelqu'un qui gère le projet des vendeurs. Du coup, ça arrive souvent pour les personnes âgées. Donc, du coup, tu sais que tu n'as pas le vendeur, donc il faut faire attention. Donc, voilà.
Deuxième étape. Donc ça a duré 20 secondes, hein, même pas. Deuxième étape. Je suis devant votre annonce là et j'avais quelques questions à vous poser. C'est une étape qui va durer environ 40 secondes, grand max. Grand max. Hein. Il faut que tu trouves sur la fiche un élément manquant sur l'annonce. C'est pas compliqué, ça arrive souvent sur les annonces du particulier. Ou un élément dont tu vas te servir pour ton scénario que tu vas mettre en place. On va voir après. Donc, écoutez, je suis devant votre annonce, monsieur le vendeur, j'avais une question à vous poser. Ça peut être, êtes-vous loin des commodités? Quelle superficie du terrain? Enfin, tu trouves un truc, peu importe. La personne va te répondre. Ah ben très bien, ça semble correspondre. Ou pas. Les deux fonctionnent. Cette étape est importante aussi parce que tu finis de mettre le prospect dans sa vente et tu finis finalement de l'intéresser. Et aussi, en même temps, tu t'assures, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si tu es dans un endroit calme pour travailler par rapport au prospect. Là, maintenant, il faut se présenter. Sinon, le prospect va commencer à se sentir trompé. Oui, écoutez, je suis Michael, je suis devant votre annonce. C'est pas pour moi, moi je suis conseiller, je travaille en profession libérale. Je suis conseiller immobilier, je travaille en profession libérale. Évite évidemment tous les mots du style mandataire immobilier, agent immobilier, etc., qui font trop commercial. Moi, j'aime beaucoup l'appellation conseiller immobilier. C'est pas pour moi, monsieur le vendeur, c'est pour un prospect. Alors je suis devant votre annonce, je m'intéresse, tu as plein de formulations en fait. Hein. Moi, j'aimais bien, je suis devant votre annonce, là, je m'intéresse à votre bien. Je suis conseiller, je travaille en profession libérale et je vous appelle. Et là, tu vas devoir choisir un chemin. Quel que soit l'appel piche que tu feras, là, cette étape-là, ça restera toujours comme ça. Par contre, à ce moment-là, c'est là que tu vas devoir choisir le chemin. Il y en a deux. Soit le chemin du scénario, de la pièce de théâtre, du mytho, de la manipulation, tu l'appelles comme tu veux, soit le chemin de la transparence. Moi, je suis un grand partisan du chemin du scénario. Pourquoi? Parce que tu seras beaucoup moins confronté au traitement des objections et tu seras beaucoup moins dans l'entonnoir. Parce que tu auras beaucoup plus suscité par rapport à la méthode AIDA, de l'intérêt et du désir de te recevoir. Donc, le scénario, c'est simple. Il faut que tu trouves un scénario. Alors moi, je vais t'en donner un que j'ai utilisé pendant des années et qui a énormément marché. Il faut que tu trouves un scénario qui va l'intéresser pour te recevoir. C'est aussi simple que ça. Moi, j'avais toujours le même. Écoutez, monsieur le vendeur, j'ai vendu un bien. Alors, tu trouves un bien à 20 bornes de chez lui, par exemple, sur une commune. Je ne connais pas les communes qu'il y a aux alentours. Moi, je vais t'en donner deux qu'il y avait chez moi. Bon, j'ai vendu un bien à Montendre et les vendeurs qui sont devenus acheteurs, puisqu'on a signé le compromis la semaine dernière, souhaitent se reloger plus proche de Saint-André-de-Cubzac. C'est une commune à 40 bornes, à peu près. Parce qu'ils ont de la famille, il y a les commodités, il y a Bordeaux, voilà, tu trouves des raisons valables. Plus tu seras précis, encore une fois, plus ton prospect, il y croira. Plus ça sera vraiment précis, plus ce sera crédible. Tu n'es pas dans j'ai un client, tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas dans le flou. Il faut que tu sois le plus précis possible. Et tu vas lui dire, monsieur le vendeur, donc j'ai vendu un bien, il recherche sur votre commune un bien comme ça. Et là, c'est pas, je pense que ça va correspondre, c'est, est-ce que vous pensez, monsieur le vendeur, qu'avec ce que je viens de vous décrire, votre bien semble coller? Si tu as fait un scénario crédible, que tu t'es pas trompé de bien, que tu n'appelles pas pour un appart en copro de 60 mètres carrés et qu'en fait, tu as dit que les biens que tes prospères cherchaient une maison de 200 mètres carrés avec 2000 mètres carrés de terrain, bon, tu m'as compris, hein. Il est obligé de dire oui. Sachant qu'encore une fois, tu es dans le jet set, tu conditionnes son cerveau. Tu as déjà obtenu des oui au début. Là, avec ton scénario, tu as un oui très important. Bah oui, ça correspond. C'est logique par rapport à ce que tu as dit. S'il te dit non, c'est que soit tu t'es trompé de scénario, soit il est de mauvaise foi. Mais là, franchement, c'est quasiment impossible qu'il dise non à ce stade-là. Il va te dire, oh bah oui, surtout qu'il n'oublie pas, il a une problématique, il veut vendre.
tu as suscité son intérêt. Donc, s'il te dit oui, ok, monsieur le vendeur, c'est très bien. En revanche, je n'ai pas l'habitude de faire visiter un bien sans l'avoir vu, parce que j'ai besoin d'en savoir plus sur votre projet, en plus du bien immobilier, pour vraiment vérifier que votre projet corresponde avec ceux de mon portefeuille. Est-ce que ça vous paraît convenable qu'on se reçoive d'abord pour faire connaissance et faire le point sur votre projet? Je serais un piètre commercial sinon, si je faisais visiter un bien sans l'avoir vu. C'est cohérent. Il est quasiment obligé là aussi de te dire oui. Oh bah oui. Après, il va te dire, oh ouais, sans problème, par contre, je ne signerai pas de mandat, nanana. On s'en fout. Tu as ton rendez-vous, tu n'as pas besoin de traiter à ce moment-là. Tu le traiteras en rendez-vous vendeur, ça. Parce qu'il y en a plein qui vont te dire, ah ouais, si vous avez des prospects, par contre, je vous le dis, je ne signe pas de mandat. Ah, monsieur le vendeur, je ne vous appelle pas pour ça, moi. Oh là là, le mandat, on en verra plus tard. Oh là là, vous savez, moi, le mandat, je m'en fous du mandat. Je ne suis pas payé à faire du mandat, moi. Je suis indépendant, je suis payé que si je vends. Voilà. Cache, tu lui dis comme ça. Mais tu as ton rendez-vous. Et après, effectivement, tout le travail restera à faire en rendez-vous vendeur. Je ne compte pas, déjà quand il va te recevoir, il aura quasiment oublié pourquoi tu l'appelles, tellement il aura eu d'appels. Et je ne compte pas le nombre de mandats exclus que j'ai fait alors qu'ils m'ont dit ça au téléphone. Tu vois. Parce qu'avec un vrai rendez-vous professionnel, avec une vraie méthodologie, bah, tu verras qu'il aura oublié ce qu'il a dit. Et il aura envie de te faire confiance. Mais ça, c'est le rendez-vous vendeur. Et là, tu enchaînes sur ta question alternative. Très bien, monsieur le vendeur, je suis disponible. Là, OK. Ça, c'est le chemin du scénario. Maintenant, si tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est possible, tu as le chemin de la transparence. Mais là, tu seras plus confronté au traitement de réflexion. Alors, le début de l'appel reste le même. Donc, on reprend, tu te présentes. Très bien, je suis Michael, je vous appelle. Et là, tu vas tout simplement expliquer les vraies raisons pour lesquelles tu appelles. Écoutez, je m'intéresse à votre bien. C'est similaire, mais c'est plus la réalité. Je m'intéresse à votre bien parce que figurez-vous que j'ai pas mal de prospects en ce moment, ça bouge. Je souhaitais tout simplement vérifier avec vous qui correspondent à la demande que j'ai en portefeuille. Si ça correspond, on voit comment on s'organise pour les visites. Si ça ne correspond pas, on se quitte bons amis. Tu vois, tu n'es pas dans l'engagement. Tu n'es pas j'ai un client. Tu es si ça correspond, j'en suis pas sûr, on ne se connaît pas. On verra. C'est similaire, mais c'est pas la même chose. Et il va te dire, oh, mais c'est un peu, hein. Ouais, vous êtes en train de me dire la même chose, vous avez un client. Hop, monsieur, je ne vous ai pas dit que j'avais un client. Je ne vous ai jamais parlé de client. Par contre, je suis un professionnel dynamique sur le secteur. J'ai des prospects en portefeuille qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. Je souhaite faire connaissance avec vous pour vérifier si votre projet est compatible avec les leurs. C'est tout. Si ce n'est pas compatible, vous n'entendrez plus parler de moi. Voilà. Tu vois, tu diminues l'engagement. Maintenant, si tu as n'importe quelle objection dans la globalité de l'appel, tu prends ton prospect, tu le mets dans l'entonnoir. Parce que dans les deux scénarios, dans les deux chemins, ils vont te dire « Ah ouais, mais non, on ne voulait pas d'agence, c'est possible. » Bon, déjà, avec une technique structurée comme ça, tu vas réduire les chances. Mais ça peut arriver quand même. Ça m'est arrivé plein de fois. Souvent même, d'ailleurs. C'est pas grave. Tu as la méthodologie maintenant pour traiter l'objection. Entonnoir, on accepte, on reformule, on veut savoir pourquoi, on isole, on traite, on pré-close, et à ce moment-là, on pose le rendez-vous. Et on close. Tu vois, c'est pour ça que l'entonnoir, j'en parlais avant la globalité, parce que finalement, si vraiment tu fais la méthodologie globale, structurée, tu vas diminuer tes chances d'entonnoir. Mais surtout, quand tu as une objection, surtout, ne brûle pas les étapes, parce que sinon, tu traiteras à côté de la plaque, ou tu ne traiteras pas, et tu n'auras pas le rendez-vous. C'est pour ça que la structure de l'entonnoir est très importante, comme la méthodologie de l'appel, d'ailleurs. Alors ça, cette technique, c'est surtout pour les piches chaudes. Maintenant, pour les piches froides, ça va être compliqué d'avoir ce scénario parce que le bien, il est usé, il est trop cher souvent, il y a déjà je ne sais pas combien d'agences. Donc là, tu peux avoir un discours un petit peu plus différent. Le début reste le même. Tu te présentes et là, tu peux dire, par exemple, écoutez, monsieur le vendeur, ça fait quelques semaines que je m'intéresse à votre bien. Je vois que ça fait quelques mois que vous êtes vendeur. Je souhaitais comprendre ce qui se passe parce que ça fait un moment que je suis votre projet
En plus, tu vois, tu le flattes, tu lui envoies de la reconnaissance. Tu lui dis inconsciemment que tu t'intéresses à lui. Et ça on aime bien. L'être humain aime bien en règle générale. Et en fait, je souhaitais savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, monsieur le vendeur, sachant qu'en ce moment, sur le secteur, tout part en 2 semaines. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, monsieur le vendeur, que ça ne marche pas? Tu vois, là, tu te mets plus dans la peau d'un médecin. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, voilà, il va te dire pourquoi les agents, c'est tous des bons à rien, j'ai pas de suivi, c'est peut-être trop cher, tu vois. Il va te dire ce qu'il pense. Et là, tu vas lui dire, écoutez, monsieur le vendeur, c'est curieux parce que votre bien en ce moment, ça semble, je ne comprends pas, j'ai votre annonce, tout part en ce moment. Écoutez, ce que je vous propose, on se rencontre pour faire connaissance, je vous fais un diagnostic de savoir pourquoi vous n'avez pas vendu, je vous donnerai tous les conseils qu'il faut, je vous donnerai une stratégie pour vous aider. Qui plus est, si je vois que je peux faire aboutir votre projet, on verra comment on s'organise pour les visites. Et puis, si je ne peux rien faire pour vous, on se quittera bons amis. Puis voilà, au moins, vous aurez eu des conseils gratuits. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, tu es dans une situation parallèle de partenaire où tu es là pour l'aider. Tu n'es pas là pour faire des mandats, des chiffres d'affaires, nana. Tu es là pour répondre à une problématique. Il faut toujours dégager ça comme discours. Et tu augmenteras les chances qu'ils te fassent confiance et d'obtenir ton rendez-vous, en fait. Est-ce que tu as des questions sur tout ce qu'on a vu? Non, ça me paraît clair. Après, il faudra que j'essaye un peu pour voir ce que ça va. Oui, là, de toute façon, la vidéo elle est enregistrée, donc tu vas pouvoir la revisionner. Mais là, ça va pas être une méthode miracle où demain, tu vas avoir 18 rendez-vous. Par contre, à force de la faire, à force de faire ces étapes, de traiter les objections, tu vas voir qu'au bout, environ, si vraiment tu le fais tous les jours, au bout d'1 mois, ça sera comme une deuxième nature. Tu verras. On dit qu'en règle générale, l'être humain, il a besoin d'1 mois pour changer ses habitudes. Voilà. Donc, je considère, et c'est vrai, je le vois par rapport à mes coachings, que au bout d'1 mois, si tu le fais de manière vraiment assidue, tu verras que ça sera comme une deuxième nature et tu rebondiras tranquillement sur les objections parce que tu vas voir, les objections, c'est toujours les mêmes au bout d'un moment. Tu auras toujours les mêmes objections. Alors, aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas le temps, on n'est pas rentré dans le détail. Si tu veux, je vais te les envoyer par mail de toute façon. J'ai fait des fiches. Mais ce que je t'encourage à faire, c'est de faire un tableau avec toutes les objections que tu as et en face les leviers. Et tu verras que les leviers, c'est tout ce qu'il y aura dans la partie traitement de l'entonnoir. La méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Marque-toi tout ça sur un papier. Et tu verras qu'à force de répéter, c'est comme un acteur qui répète, tu vois, et au bout d'un moment, tu connaîtras par cœur la méthode. J'avais deux Voilà. petites questions. Pour les personnes qu'on appelle qui ne répondent pas et qui rappellent, Ouais. comment tu as fait pour gérer ça? Parce que j'ai un peu du mal, des fois, je ne sais pas si c'est des clients, je ne sais pas si c'est des gens de la pige que j'ai appelés. Ouais. Souvent, ils vont te dire, vous m'avez appelé pour mon bien, alors je vous écoute. Voilà. Ils vont te faire un truc comme ça. Merci de me rappeler. Je suis Mickaël. Figurez-vous que je me suis intéressé à votre bien. J'avais deux, trois. Donc, là, par contre, tu peux te présenter direct quand c'est la personne qui rappelle, parce que déjà, elle sait au niveau normalement de ta messagerie. Ou si tu décroches, c'est pas grave. Là, tu mets les pieds dans le plat direct. Écoutez, je suis conseiller immobilier, je travaille en profession libérale et du coup, je m'intéresse à votre bien, mais il me manquait d'autres informations pour pouvoir vérifier avec vous que votre bien corresponde à la demande que j'ai en portefeuille. Voilà, bam, tu l'enchaînes comme ça. Et après, tu vois. Et si souvent, quand ils rappellent, des fois, je suis sur un autre dossier, je n'ai pas leur dossier devant. Et du coup, ça m'a posé quelques problèmes hier dans la pige pour rebondir, on va dire, bien, correctement. Ouais. Bien. Alors, déjà, il y a un dicton qui dit, moi, déjà, je ne répondais jamais. En fait, je répondais jamais au téléphone. Je laissais toujours. C'est moi qui rappelais, en fait. Parce que c'est vrai qu'au moment où la personne appelle, tu n'es pas disponible. C'est un peu la même chose que ce qu'on disait pour ton vendeur. Au moment où tu appelles, il n'est pas forcément disponible. C'est pareil pour toi, en fait. C'est un peu pour toi. C'est un peu la même chose pour toi. Donc, c'est pourquoi, moi, quand tu as un numéro que tu ne connais pas, que ce soit n'importe qui, moi, je t'encourage à ne pas décrocher. C'est ce qu'on appelle la technique du rappel.
C'est important. Parce que tu seras mieux préparé si c'est toi qui rappelles. Tu es dans une forme de contrôle aussi. Hein. C'est toi qui contrôle un petit peu le time, tu vois. Donc, moi, je te conseille de ne pas décrocher. De toute façon, si la personne ne veut pas d'agence, elle ne laissera pas de message, en règle générale. Mais ce n'est pas grave. Tu pourras regarder le numéro et regarder dans tes fiches à qui correspond le numéro et à te remettre dans le bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça fera beaucoup plus pro. Oui, merci de me rappeler. Je vous rappelais pour ce bien. Donc voilà, il me manquait ça comme information. Et puis après, tu enchaînes comme un rendez-vous classique. Et la deuxième question, c'était, est-ce que tu privilégies quand même le fait de travailler sur papier, que moi j'ai un CRM sur lequel je peux tout encoder, les appels, etc. Ouais. Alors Est-ce ça, que c'est vraiment à toi de voir. Ça, j'ai pas de leçon à te donner sur ça. Moi, je suis très papier, mais il y en a qui sont très digitales. Le principal, c'est que quelle que soit ta méthode, c'est vraiment de faire ta relance, quelle que soit la méthode, il faut le faire. Donc, si toi, tu veux le faire avec le digital, tu fais avec le digital. Mais il faut le faire. Et il ne faut pas oublier. Parce que si tu oublies de relancer, c'est à chaque fois potentiellement du chiffre d'affaires que tu perds. Ok. Bon, ben merci à toi en tout cas. Merci pour les informations.